C'était l'un de ces après-midi qui semblaient inoffensifs, lumineux, doux et ordinaires. Fin mars 1965 à Wheaton, dans le Maryland. Une banlieue tranquille où le ronronnement des tondeuses à gazon et les rires des enfants du voisinage se mêlaient pour former la bande-son de la sécurité. Sur Pliers Mill Road, la maison de la famille Lyon se dressait au milieu de tout cela, une demeure modeste emplie des sons d'une radio allumée, du cliquetis de la vaisselle et du rythme paisible d'une famille convaincue que rien de mal ne pourrait jamais arriver ici. John Lyon était une voix familière pour des milliers de personnes, un animateur radio optimiste qui passait ses matinées à parler aux banlieusards de Washington sur les ondes de WMAL-AM. Sa femme, Mary, gérait le petit chaos de l'éducation de 4 enfants avec chaleur et constance. Leur fils aîné, Jay, avait 15 ans et testait déjà son indépendance. Le plus jeune, Joseph, en avait 9, encore accroché à l'enfance. Entre eux se trouvaient les sœurs, Sheila, 12 ans, et Catherine, 10 ans, inséparables et pleines de cette énergie qui remplissait la maison de bruit. Ce matin-là, la maison baignait dans une atmosphère paisible. Les vacances de printemps signifiaient pas de réveil, pas de bus scolaire, pas de précipitation. Les filles avaient dormi jusqu'en milieu de matinée, puis s'étaient servi le petit déjeuner pendant que leurs frères organisaient une sortie au terrain de basket du quartier. Dehors, l'air était frais et clair, le genre de temps qui donnait envie de marcher n'importe où, juste pour le plaisir de marcher. Quand Sheila suggéra d'aller au centre commercial, cela n'avait rien d'inhabituel. Wheaton Plaza se trouvait à moins d'1 kilomètre, un lieu où tous les jeunes de la ville se retrouvaient pour une pizza, du lèche-vitrine ou pour admirer les décorations de Pâques. C'était un endroit sûr. Tout le monde y allait. Mary Lyon leur avait rappelé de rentrer pour 16 heures. Elle leur avait même suggéré d'aller manger une pizza au Orange Bowl, l'un de leurs endroits préférés. Catherine, la plus jeune des deux, avait ri en mentionnant que le prix de la part venait de passer de 40 à 45 cents. Elle fourra 2 billets d'1 $ froissés dans sa poche, attacha ses cheveux blonds en arrière et enfila ses baskets usées. Sheila la suivit, ses lunettes à monture dorée captant la lumière du matin, alors qu'elle attrapait sa veste en jean sur le dossier d'une chaise. Vers 11h30, elles franchirent la porte d'entrée, deux sœurs se dirigeant vers le centre commercial par un mardi ensoleillé, dans un quartier où le mot danger semblait étranger. Des voisins se souviendraient plus tard les avoir vues marcher ensemble sur le trottoir. Sheila, plus grande, un peu protectrice envers sa jeune sœur, toutes deux discutant avec animation des projets d'anniversaire pour la semaine suivante. Ni l'une ni l'autre n'auraient pu imaginer que cette promenade ordinaire serait la dernière qu'elles feraient ensemble. En début d'après-midi, le centre commercial bourdonnait d'activités. Des adolescents flânaient autour du magasin de disques, des familles parcouraient les vitrines de Pâques, une odeur de beignets frits et de pizza bon marché flottait dans l'air. Vers 1 heure, des témoins se rappelèrent avoir vu les sœurs Lyon assises sur un banc près du Orange Bowl, discutant avec un homme qui ne se distinguait que par ce qu'il portait. Un petit magnétophone. Il avait l'air assez amical, soigné, peut-être la cinquantaine, vêtu d'un costume marron. Certains se souvenaient l'avoir entendu dire qu'il recueillait des voix pour une émission de radio locale, invitant les enfants à parler dans son microphone. Personne n'y prêta attention. Vers 2 heures, Jay Lyon, leur frère,
passa lui-même au Orange Bowl. Il vit ses sœurs assises à une table, mangeant une pizza et riant. Elles semblaient aller bien, et elles étaient seules. Ce serait la dernière fois que Catherine et Sheila Lyon seraient vues vivantes de manière confirmée. De retour à la maison, Mary Lyon commençait à penser au dîner. Du poulet frit, avait-elle décidé. Vers 17h30, la maison s'emplit d'odeurs familières, et elle mit la table pour 18h. Elle jeta un autre regard à l'horloge. 16 heures étaient passées, puis 17. Elle n'était pas inquiète, pas encore. Les filles avaient probablement perdu la notion du temps. Mais à 18h, sa confiance s'effritait. À 19h, alors que les lampadaires s'allumaient au dehors et que leurs assiettes restaient intactes, le rythme tranquille de la maison Lyon se brisa. John appela leur nom dans l'air nocturne en inspectant les trottoirs, la cour de l'école, le centre commercial. Les voisins se joignirent à lui, des faisceaux de lampes de poche balayant les pelouses et les haies. La soirée paisible de Wheaton, habituellement remplie du bourdonnement des grillons et de la circulation, était maintenant troublée par des cris lointains et le claquement des portières de voitures. Lorsque l'appel parvint à la police du comté de Montgomery, peu avant 19h30, il fut simplement enregistré comme la disparition de 2 mineurs. Mais au moment où la première voiture de patrouille arriva, les officiers le sentirent déjà. Ce n'était pas le cas d'enfants qui avaient perdu la notion du temps. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd. Des chiens de recherche furent amenés avant minuit. Leurs maîtres suivirent de vagues pistes le long du chemin familier menant de la maison des Lions à Wheaton Plaza. La trace les conduisit à travers le parking au-delà des limites extérieures du centre commercial et s'arrêta brusquement près d'une sortie de secours d'un grand magasin. Les chiens tournèrent en rond, confus, puis s'assirent. Pour un œil exercé, ce silence en disait long. Il signifiait que la piste s'arrêtait là. À la maison, Mary était assise près du téléphone, la demeure maintenant remplie de parents et de voisins, offrant un réconfort qui ne l'atteignait pas. Jay et Joseph étaient assis dans un silence stupéfait, trop jeunes pour comprendre la peur dans les yeux de leurs parents. Toutes les quelques minutes, le téléphone sonnait. Chaque fois, elle espérait que ce serait l'une des filles. Ce n'était jamais le cas. À minuit, Wheaton n'était plus seulement une banlieue tranquille. C'était devenu l'épicentre de quelque chose de plus sombre, un mystère qui allait captiver la nation pendant des décennies. Dehors, l'air se refroidissait tandis que les officiers se déplaçaient méthodiquement à travers les ruelles et les fossés, leurs lampes de poche fendant l'obscurité. La maison des Lions brillait faiblement de l'intérieur, la lumière du porche laissée allumée au cas où les filles remonteraient le chemin. Mais les heures passaient et personne n'apparaissait. Lorsque l'aube se leva le lendemain matin, le soleil illumina un quartier qui ne se sentait plus en sécurité. Des avis de recherche couvriraient bientôt chaque coin de rue, les journalistes envahiraient le centre commercial, mais durant cette première nuit silencieuse, avant les gros titres et les théories, il n'y avait qu'une famille fixant l'obscurité. 2 chaises vides à la table du petit déjeuner, 2 lits intacts à l'étage, et une ville réalisant que la sécurité pouvait s'évanouir en l'espace d'un après-midi. Quelque part entre le centre commercial et la maison, Sheila et Catherine Lyon avaient disparu, et Wheaton, dans le Maryland, ne serait plus jamais la même. Dès le lendemain matin, Wheaton Plaza s'était métamorphosé. Ce qui n'était la veille qu'une toile de fond pour adolescents et acheteurs était désormais une scène remplie d'officiers en uniforme, de journalistes et de parents effrayés
observant derrière un ruban jaune. L'écho des rires d'enfants avait été remplacé par le crépitement des radios de la police et le bourdonnement sourd des voix anxieuses. En quelques heures, l'affaire de la disparition des sœurs Lyon était devenue l'histoire la plus commentée du Maryland. Tout le monde avait vu quelque chose, ou du moins le pensait, mais plus la police recueillait de témoignages, plus il devenait difficile de savoir lesquels étaient réels. Les témoins se présentèrent par vagues. Certains se souvenaient des filles au Orange Bowl, riant devant leur part de pizza. D'autres disaient les avoir vues dehors, assises sur un muret en béton, près de l'entrée du grand magasin. Quelques-uns affirmaient les avoir vues marcher en direction de leur maison. Les détails changeaient selon la personne interrogée, ce qu'elles portaient, avec qui elles étaient, à quelle heure. Mais une description revenait sans cesse. Un homme avec un petit magnétophone. Il était décrit comme d'âge moyen, grand, bien rasé, vêtu d'un costume marron et portant une mallette. On l'avait vu parler à des enfants, leur tendant un microphone, leur demandant de dire leur nom dans l'enregistreur. Certains enfants pensaient que c'était pour la radio, quelque chose d'amusant et d'inoffensif. L'homme semblait poli, calme, confiant, et il s'était évanoui aussi vite qu'il était apparu. Les enquêteurs réalisèrent un portrait robot à partir de ces récits. L'image, celle d'un homme soigné aux cheveux clairsemés et portant des lunettes, fut diffusée sur toutes les chaînes d'information locales dès le soir même. Les parents la regardèrent et sentirent leur estomac se nouer. Pour la première fois, l'idée d'un inconnu parlant à des enfants ne semblait plus innocente. À Wheaton, la peur commençait à remplacer le confort qui avait si longtemps défini la ville. Dans la maison des Lions, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, bénévoles et inconnus, tous voulaient aider. Mais au fil des jours, les appels prirent une tournure plus sombre. Un homme anonyme affirma détenir les filles et exigea 10 000 $ à déposer dans les toilettes d'un palais de justice. La police prépara le piège, dissimulant des officiers dans le bâtiment. L'homme ne se montra jamais. Plus tard, il rappela, disant qu'il avait vu trop de policiers. Il raccrocha lorsque John Lyon lui dit qu'il voulait entendre la voix de ses filles avant de payer. La ligne devint silencieuse et le resta. D'autres appels suivirent, certains de personnes en quête d'attention, d'autres de gens prétendant avoir des visions psychiques. Aucun ne mena nulle part. Chaque sonnerie du téléphone ravivait une lueur d'espoir pour s'éteindre dans le silence. Les nuits blanches se confondaient, tandis que les voisins apportaient de la nourriture que personne ne pouvait manger et que les bénévoles agrafaient des avis de recherche à chaque poteau de la ville. Pendant ce temps, la police était submergée d'informations. Plus de 200 appels affluèrent dès la première semaine. Chaque piste possible fut vérifiée. Les rivières voisines furent draguées, les zones boisées fouillées, des centaines de délinquants enregistrés interrogés. Mais chaque piste s'effondrait. Le seul indice qui semblait solide était l'histoire de l'homme au magnétophone. Puis, le 1er avril, moins d'une semaine après la disparition des filles, un vagabond de 18 ans nommé Lloyd Lee Welch Jr. entra dans le bureau de la sécurité de Wheaton Plaza. Il dit avoir vu quelque chose de terrible. Selon Welch, il se trouvait dans le centre commercial le même jour et avait observé un homme correspondant au suspect du magnétophone forcer 2 filles à monter dans une Camaro rouge à l'intérieur blanc. Les filles, affirmait-il, pleuraient. C'était exactement le genre de piste dont les détectives avaient besoin.
Welch fut emmené au poste de police le jour même. Il raconta son histoire avec des détails saisissants. À quoi ressemblait la voiture, ce que l'homme avait dit, la rapidité de la scène. Il dit même avoir entendu l'homme dire aux filles qu'il enregistrait les voix des gens pour la radio. Pour les enquêteurs, cela semblait trop beau pour être vrai. Quand ils lui demandèrent de passer au détecteur de mensonges, il accepta. Il échoua presque immédiatement. Confronté, Welch admit avoir tout inventé. Ses raisons étaient simples et troublantes. Il voulait de l'attention et peut-être une part de la récompense qui était déjà offerte. La police nota le mensonge, écrivit « a menti au polygraphe » en haut de sa déclaration et le congédia. On lui dit de ne plus leur faire perdre leur temps. Personne n'aurait pu deviner que ce même homme referait surface près de 40 ans plus tard, en tant que véritable meurtrier. La fausse piste de Welch étant écartée, les enquêteurs se replongèrent dans le flot de témoignages. Une jeune fille qui connaissait les sœurs Lyon mentionna un autre homme qu'elle avait vu ce jour-là, plus jeune, peut-être dans la vingtaine, cheveux longs, cicatrices d'acné, une veste élimée. Il l'avait suivie, elle et les sœurs, pendant un moment, la fixant d'une manière qui l'avait mise mal à l'aise. Elle se souvenait l'avoir rabroué avant de s'éloigner. Sa description ne correspondait pas à l'homme plus âgé au magnétophone, mais la police ne savait qu'en penser. Ils dessinèrent néanmoins les deux suspects et firent circuler les deux images, incertains de chercher un ou deux hommes. Les portraits robots contradictoires alimentèrent les rumeurs. Certains habitants étaient convaincus que le ravisseur faisait partie d'un réseau local de trafic d'enfants. D'autres croyaient que les filles avaient été emmenées hors de l'État. Des appels arrivèrent d'aussi loin que la Virginie, la Pennsylvanie et même l'Ohio. Chacun fut enregistré, vérifié et écarté. À la deuxième semaine, l'espoir s'amenuisait. Les équipes de recherche passèrent au peigne fin chaque champ et chaque canalisation d'eau pluviale dans un rayon de 15 kilomètres. Des hélicoptères survolaient à basse altitude les zones boisées. Des plongeurs sondaient les étangs voisins. Rien. L'enquête, malgré son ampleur, s'effilochait sous son propre poids. Les pistes se contredisaient, les chronologies se chevauchaient, et des heures cruciales avaient déjà été perdues. La famille Lyon regardait l'histoire qui avait été la leur devenir un titre national. Chaque matin, leur visage était en première page, sœurs disparues, en gras et sans cœur. John essayait de maintenir la famille unie, passant à l'antenne pour remercier les bénévoles et demander le respect de leur vie privée. Mais dans les moments de calme, sa voix se brisait. Mary cessa de dormir. Chaque craquement de la maison lui faisait tendre l'oreille, guettant des pas qui ne venaient jamais. En 10 jours, la police admit publiquement que la disparition des filles ne semblait plus volontaire. À huis clos, les détectives discutaient de la possibilité que personne ne voulait formuler à voix haute. L'enlèvement. C'était un mot qui n'avait pas sa place dans la banlieue du Maryland. Pas ici, pas pour eux. Pourtant, il n'y avait aucune preuve, aucun corps, aucun témoin du moment final, aucune voiture correspondant à la description que Welch avait inventée. C'était comme si les filles s'étaient volatilisées entre le Orange Bowl et leur maison. Le soir, les officiers restaient tard à leur bureau, fixant des cartes parsemées d'épingles colorées qui ne signifiaient rien. Les lumières du centre commercial s'éteignaient après minuit, ne laissant que la lueur des lampes de poche de la police se déplaçant dans les parkings vides. Dans la maison des Lions,
le téléphone resta silencieux pour la première fois depuis des jours. Dehors, le printemps commençait à éclore. Les mêmes arbres, les mêmes rues, mais plus rien à Wheaton ne semblait familier. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'affaire commença à piétiner. Le portrait robot de l'homme au magnétophone resta épinglé au mur de chaque poste de police du comté, jaunissant légèrement au coin. Le dessin du suspect plus jeune fut discrètement classé, et le nom de Lloyd Lee Welch, un menteur, un vagabond, un moins que rien, disparut dans une boîte de pistes rejetée. Mais dans cette boîte reposait la vérité que personne ne comprenait encore. L'homme qu'ils avaient écarté reviendrait des décennies plus tard, plus vieux, plus malade, mais prêt à parler. Et lorsqu'il le ferait, ce qu'il révélerait sur cette journée à Wheaton Plaza réduirait à néant tout ce qu'il pensait savoir. Dans les premières semaines, la recherche de Sheila et Catherine Lyon prit une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui avait commencé comme un effort local s'étendit bientôt à travers les comtés, les rivières et les frontières des États. Des hélicoptères survolaient à basse altitude les zones boisées. Des plongeurs sondaient les étangs et les ruisseaux boueux. Les chiens policiers suivaient des pistes dans les broussailles jusqu'à ce que leurs pattes saignent. Des centaines de bénévoles se joignirent à eux. Enseignants, voisins, anciens combattants, des familles entières qui ne connaissaient même pas personnellement les lions. Ils parcoururent des kilomètres de fossés en bordure de routes et de champs de drainage, criant les noms des filles, espérant trouver n'importe quoi, une chaussure, un ruban, une trace de mouvement dans les hautes herbes. En avril, les recherches s'étendirent au-delà du Maryland jusqu'en Virginie. Les patrouilles routières et la garde nationale se joignirent à l'effort. Mais chaque fois qu'une piste émergeait, un signalement, un morceau de vêtement, une rumeur murmurée sur une radio CB, elle se dissolvait dans le néant. Les jours se confondaient les uns avec les autres, et lentement, la réalité commença à s'imposer. Quoi qu'il soit arrivé aux sœurs Lyon, ce n'était pas le cas de deux enfants qui s'étaient simplement égarés. Les médias commencèrent à utiliser des mots qui mettaient tout le monde mal à l'aise. Enlèvement, kidnapping, acte criminel. Pour la première fois, les parents des banlieues américaines commencèrent à verrouiller leurs portes avant le coucher du soleil. Des quartiers qui s'étaient autrefois sentis à l'abri des dangers du monde regardaient désormais les étrangers avec méfiance. La tragédie de la famille Lyon devint le symbole de quelque chose de bien plus grand, la mort de l'innocence dans un lieu qui s'était autrefois targué de sa sécurité. La famille tentait de s'accrocher à l'espoir, mais l'espoir est une chose fragile. Chaque soir, John Lyon s'asseyait dans le salon, fixant le téléphone, attendant qu'il sonne. Il avait passé sa carrière à parler à des milliers d'auditeurs, mais maintenant, il n'y avait plus rien à dire. Sa femme, Mary, ne dormait plus du tout. Elle gardait les chambres des filles exactement comme elles étaient. Les lits faits, les livres soigneusement empilés sur le bureau, les vêtements pliés dans les tiroirs. Pour leurs anniversaires, elles mettaient encore leurs assiettes sur la table de la cuisine, deux tasses roses à côté, car faire autrement aurait été comme abandonner. Les enquêteurs refusaient d'abandonner. Pendant des années, ils poursuivirent toutes les pistes possibles, parfois des dizaines en une seule semaine. Des lettres anonymes affirmaient que les filles étaient détenues en secret. Un appelant dit qu'elles avaient été vendues à travers les frontières de l'État. Un autre insista sur le fait qu'il les avait vues dans le sous-sol d'une église du Delaware. Rien de tout cela ne tint la route.
Mais les pistes les plus glaçantes étaient celles qui semblaient presque réelles. En 1969, les détectives pensèrent enfin avoir une percée. Un homme nommé Fred Coffey, condamné pour agression sexuelle sur mineur en Caroline du Nord, apparut comme un suspect possible. Il se trouvait dans la région du Maryland à l'époque de la disparition des sœurs et avait un lourd passé de crimes impliquant des jeunes filles. Ses méthodes correspondaient au profil: voix douce, manipulateur, calculateur. Lorsque les enquêteurs retracèrent ses déplacements, ils découvrirent qu'il avait postulé pour un emploi près de Wheaton, quelques jours seulement après la disparition. Pendant un temps, il sembla que l'affaire pouvait enfin s'éclaircir, mais l'alibi de Coffey tint bon. Il était hors de l'État à ce moment-là. Un autre suspect innocenté, une autre porte qui se referme. Au cours de la fin des années 70 et dans les années 80, l'enquête commença à s'estomper. De nouveaux crimes exigeaient de l'attention. De nouveaux visages remplissaient le service. Et lentement, le dossier des sœurs Lyon fut relégué au fond du placard. Mais il ne disparut jamais vraiment. Pour chaque détective qui quittait l'affaire, un autre arrivait et la rouvrait discrètement après les heures de service. Il s'asseyait seul dans la salle d'épreuve, entouré de boîtes en carton, de photographies et de notes jaunies, se demandant ce qu'ils avaient manqué. Chacun d'eux dirait la même chose dans des interviews ultérieures. L'affaire leur était entrée dans la peau. Elle les suivait chez eux, restait tapie au fond de leur esprit et ne les quittait plus. Au début des années 1980, l'affaire Lyon était devenue une sorte d'histoire de fantôme au sein des forces de l'ordre du Maryland. Les nouvelles recrues en entendaient parler pendant leur formation. Les vétérans en parlaient à voix basse, comme d'une malédiction qui hantait le département. Tout le monde avait une théorie: que les filles avaient été victimes d'un trafic, qu'elles avaient été enterrées quelque part au fond des bois, qu'elles avaient été enlevées par quelqu'un de leur propre communauté. Mais les théories ne résolvent pas les affaires, elles ne font que rendre le silence plus assourdissant. Au fil des ans, le monde autour de l'affaire changea. Les émissions de télévision commencèrent à diffuser les photos d'enfants disparus la nuit. Les supermarchés imprimèrent des visages sur les briques de lait. Pour la première fois, l'Amérique apprenait ce que signifiait vivre dans la peur de perdre un enfant sans laisser de traces. Les sœurs Lyon n'étaient pas les seules, mais elles furent parmi les premières. Leurs noms apparurent dans les premières campagnes de sécurité publique, leur cas fut cité dans des séminaires sur la prévention des enlèvements d'enfants. Et pourtant, pour leur famille, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qu'ils voulaient, c'était les ramener à la maison. Dans les années 1990, la technologie qui semblait autrefois futuriste, les tests ADN, les bases de données numériques, les débuts du profilage criminel, commença à remodeler le travail de la police. Les unités des affaires non résolues naquirent d'une prise de conscience croissante que le temps n'effaçait pas toujours les preuves. Pour certaines familles, cela signifiait une seconde chance. Pour d'autres, cela signifiait rouvrir de vieilles blessures. Pour les Lions, c'était les deux. Les détectives ressortirent le dossier au début des années 2000. Il était énorme. Des milliers de pages de dépositions de témoins, de photographies et de cartes. Le papier avait commencé à jaunir, l'encre s'estompait par endroits. Pourtant, dans ces dossiers se trouvaient des indices qui n'avaient jamais été pleinement compris, des entretiens qui s'étaient terminés trop tôt, et des noms qui avaient été oubliés. Parmi eux, une seule page marquée d'un stylo rouge, avec la mention
A. Menti au polygraphe, écrite en haut, et le nom de Lloyd Lee Welch Jr. en dessous. Mais à l'époque, personne ne le remarqua. À ce moment-là, John Lyon avait pris sa retraite de la radio. Mary et lui ne parlaient que rarement à la presse, mais chaque fois qu'on leur posait la question, ils disaient la même chose. Ils voulaient juste la vérité. Ils ne cherchaient pas la vengeance. Ils voulaient simplement savoir ce qui était arrivé à leur fille. Chaque anniversaire ramenait son lot de nouvelles histoires, de nouveaux documentaires, et chacun se terminait de la même manière. L'affaire reste non résolue. Pour les jeunes inspecteurs, l'affaire des sœurs Lyon était de l'histoire ancienne, une tragédie avec laquelle ils avaient grandi. Pour les plus âgés, c'était le rappel d'un travail inachevé. Certains d'entre eux gardaient encore une photo des filles scotchées à leur bureau. D'autres portaient dans leur portefeuille des copies de l'avis de recherche, pliées et usées par le temps. Ils disaient ne pas vouloir oublier à quoi ressemblaient ces deux visages souriants, figés dans le temps, ne vieillissant jamais, ne rentrant jamais à la maison. Le temps fit ce qu'il fait toujours. Il émoussa les souvenirs, adoucit l'urgence. Mais pour ceux qui avaient vécu cette épreuve, les parents, les enquêteurs, les voisins qui se souvenaient encore des gros titres, la douleur ne s'est jamais estompée. La maison sur Pliers Mill Road finit par se taire. Les frères grandirent. La famille cessa de parler à voix haute de ce qui s'était passé, bien que le silence en dise plus que les mots ne le pourrait jamais. Puis, des décennies plus tard, quelque chose commença à changer. Une nouvelle génération d'enquêteurs spécialisés dans les affaires classées, armés de bases de données numériques et d'un regard neuf, se mit à réexaminer les dossiers non résolus des années 70. Ils n'avaient pas le même épuisement émotionnel que l'ancienne garde. Pour eux, les sœurs Lyon n'étaient pas des fantômes, mais des victimes qui méritaient encore des réponses. Des dossiers autrefois enfouis dans des archives poussiéreuses furent numérisés, réexaminés et croisés avec des systèmes modernes. Et dans l'un de ces dossiers, enseveli sous des couches de rapports oubliés, un nom refit surface. Le même nom que celui qui avait été qualifié de menteur en 1975, l'homme qui était entré dans le bureau de la sécurité d'un centre commercial en prétendant avoir vu un enlèvement avant d'échouer à son test polygraphique. Il s'appelait Lloyd Lee Welch. Pendant près de 40 ans, ce nom n'avait rien signifié, mais en 2013, lorsqu'un inspecteur compara l'ancien portrait robot d'un jeune suspect à la photo d'identité judiciaire de Welch de la fin des années 70, quelque chose fit tilt. La ressemblance était indéniable. Cette page oubliée, écartée comme un mensonge, allait devenir la clé pour percer le mystère qui avait hanté toute une génération. L'affaire qui semblait figée dans le temps se réveillait, et pour la première fois en près de 4 décennies, les enquêteurs commençaient à croire qu'ils pourraient enfin savoir ce qui était arrivé aux sœurs Lyon. Chaque affaire que nous partageons n'est pas juste une histoire. C'est le résultat de semaines passées à fouiller dans les archives et à découvrir des vérités oubliées. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à mettre en lumière ces mystères, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Découvrez d'autres affaires classées, résolues et mystérieuses. Les liens vous attendent dans la description. Maintenant, revenons à l'affaire.
Lorsque l'inspecteur des affaires classées Chris Omrock rouvrit le dossier des sœurs Lyon en 2013, il ne s'attendait à rien. L'affaire avait près de 40 ans, une pile de papier cassant qui avait survécu à la plupart des hommes qui y avaient travaillé. Mais à l'intérieur d'une de ces chemises jaunies, au milieu d'une pile d'entretiens et de pistes infructueuses, une seule ligne attira son attention. La page était datée d'avril 1975. Le nom en haut de la page était Lloyd Lee Welch Jr. et en dessous, à l'encre rouge, quelqu'un avait écrit 2 mots. Polygraphe Amenti. Omrock n'avait jamais entendu parler de lui. Dans les résumés de l'affaire et les listes officielles de suspects, le nom apparaissait à peine. L'homme était entré à Wheaton Plaza un jour après la diffusion des portraits robots, avait prétendu avoir vu l'enlèvement, puis avait disparu dans l'ombre après avoir échoué à un détecteur de mensonges. Mais quand Omrock passa le nom dans le système, quelque chose d'inattendu apparut. Welch n'était pas seulement vivant, il était en prison, purgeant une peine dans le Delaware pour l'agression sexuelle d'une fillette de 10 ans. Les inspecteurs prirent la route en octobre pour le rencontrer. Le trajet fut silencieux, l'air lourd de ce genre de silence qui précède une tempête. Lorsqu'ils arrivèrent au centre correctionnel James T. Vaughn, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Welch avait maintenant la cinquantaine bien avancée, mince, nerveux, les joues creuses. Son visage portait le genre d'usure qui ne vient pas seulement de l'âge, mais d'années de violence, d'addiction et de culpabilité. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'interrogatoire, il n'attendit pas qu'ils expliquent qui ils étaient. Il leva les yeux, esquissa un faible sourire et dit « Je sais pourquoi vous êtes là, pour les 2 gamines disparues. » Ces mots glacèrent la pièce. Il avait dit cela comme s'il parlait de quelque chose de banal, quelque chose que tout le monde savait déjà. Pour un homme qui n'avait jamais été publiquement lié à l'affaire, c'était un aveu qui n'avait aucun sens, sauf s'il avait été là. Le premier entretien dura 8 heures. Welch tournait en rond, passant d'une histoire à l'autre, parfois cohérent, parfois décousu. Il admit avoir vu les filles au centre commercial, puis le nia. Il accusa un autre homme, une connaissance plus âgée nommé Raymond Milewski, disant que c'était lui qui les avait emmenés. Il décrivit Milewski comme un homme d'âge moyen, boiteux, qui prétendait enregistrer les voix d'enfants pour la radio, un détail qui correspondait parfaitement au portrait robot original de l'homme au magnétophone. Mais Milewski était mort depuis longtemps, décédé en prison des années plus tôt après avoir assassiné sa femme et son fils. Plus Welch parlait, moins il semblait avoir de sens, et pourtant il continuait de révéler des choses qu'aucun étranger n'aurait pu connaître. Il connaissait le jour exact de la semaine où les filles avaient disparu. Il savait ce qu'elles avaient mangé à midi. Il savait que la plus jeune sœur portait des lunettes et que l'une d'elles avait ri lorsque l'homme de la radio lui avait demandé de parler dans le microphone. Ce n'était pas le genre d'information qu'on pouvait trouver dans les archives de presse. C'était le genre de souvenir qu'on gardait parce qu'on y était. Lorsque les inspecteurs le pressèrent sur sa propre implication, le ton de Welch changea. Il dit qu'il avait vu les filles être forcées de monter dans une voiture, puis il dit qu'il les avait suivies, puis il dit qu'il avait aidé à porter l'une d'entre elles. Ces histoires se contredisaient, mais un schéma commençait à se dessiner. Chaque version le maintenait assez proche du crime pour le décrire, mais assez distant pour nier toute responsabilité. Au cours des mois suivants, les enquêteurs ne cessèrent de revenir. Chaque fois, les histoires de Welch changeaient, comme quelqu'un qui testerait quelle version pourrait faire le moins mal. Dans une version,
Les filles avaient été emmenées dans une maison à Sweetland, dans le Maryland, la maison de Raymond Milewski. Il disait les avoir vues droguées, ligotées, puis tuées plus tard dans le sous-sol. Dans une autre version, c'était une toute autre maison, celle de son propre oncle. Il disait avoir regardé par une petite fenêtre, vu l'une des filles pleurer, puis s'être enfui. Les mensonges importaient moins que les vérités qu'ils cachaient. Chaque nouvelle histoire donnait aux inspecteurs un nouveau fil, un nouveau lieu, un nouveau nom, et chaque nom ramenait à la même famille, les Welch. En creusant plus profondément, les enquêteurs commencèrent à découvrir quelque chose de bien plus sombre qu'un simple crime. La famille Welch était connue dans les Appalaches rurales, en particulier en Virginie, pour rester entre soi, un clan insulaire réparti sur de vieilles propriétés à Hyattsville, dans le Maryland, et dans un vallon montagneux près de Thaxton, en Virginie. Les membres de la famille avaient de lourds antécédents de violence, de toxicomanie et d'abus. Des rumeurs d'inceste circulaient, d'enfants élevés sans certificat de naissance, de secrets que personne dans le comté n'osait prononcer. Welch lui-même avait grandi dans le chaos. Sa mère était morte dans un accident de voiture causé par son père, qui était ivre au volant. Son père l'avait battu, agressé sexuellement et lui avait appris que le silence était une question de survie. Ce schéma de violence ne s'arrêta pas avec Lloyd. Il se perpétua à travers ses cousins, ses oncles, ses frères. C'était une famille où la vérité n'existait pas, seulement la loyauté et la peur. Au cours d'un entretien, les inspecteurs placèrent une carte sur la table et demandèrent à Welch de leur montrer où ils pensaient que les filles auraient pu être emmenées. Il la fixa longuement, traçant du doigt tremblant les lignes des autoroutes et des frontières. Puis, presque distraitement, il pointa vers le sud. Là-bas, marmonna-t-il, Taylor's Mountain. Taylor's Mountain se trouvait au cœur du comté de Bedford, en Virginie, une crête boisée et escarpée où la famille Welch possédait des terres. Ce lieu n'était sur aucun radar avant ce jour, mais Welch le mentionna nonchalamment, comme si c'était un endroit que tout le monde connaissait déjà. Lorsque les inspecteurs insistèrent, il dit quelque chose qui leur fit dresser les poils sur les bras. « Il y a eu un feu là-bas, » murmura-t-il. « Il a brûlé pendant des jours. » Cette simple phrase changea tout. Les enquêteurs commencèrent à relier les points. La disparition des filles dans le Maryland, la propriété de la famille Welch en Virginie et les décennies de silence qui avaient suivi. L'histoire que Welch avait esquivée n'était pas aléatoire, elle était générationnelle, un secret de famille enseveli sous la cendre et les mensonges. Après chaque séance, les inspecteurs quittaient la prison le cœur vide. Welch riait, pleurait, niait tout, puis laissait tomber un nouveau détail qui renvoyait à un lieu ou un événement réel. Il parlait de sous-sol, du caractère de son père, de la nuit où son oncle lui avait dit de s'en débarrasser. Il ne dit jamais de quoi il s'agissait, mais tout le monde dans cette pièce savait. De retour à leur bureau, les inspecteurs commencèrent à éplucher les registres de propriété, à interroger les membres de la famille survivants, à retrouver d'anciens rapports de police. Un cousin mentionna avoir vu un grand feu sur la montagne en 1975, un feu si grand qu'on pouvait le voir depuis l'autoroute. Un autre parent dit que Welch était arrivé à la propriété à cette époque, nerveux, avec quelque chose de volumineux dans un sac de sport. Les équipes de la police scientifique commencèrent à préparer les recherches. La montagne était isolée, envahie par la végétation et impitoyable. Mais si ce que Welch disait était vrai, les preuves étaient toujours là.
Peut-être pas des corps, mais quelque chose. Quelque chose qui pourrait parler pour les sœurs après 40 années de silence. Alors que les entretiens se poursuivaient, les récits de Welch devinrent plus grotesques. Il commença à décrire son père et son oncle participant à des actes trop horribles pour être mis en mots. Il se présentait comme un spectateur effrayé, un garçon forcé à des actes qu'il ne comprenait pas. Mais les détails qu'il donnait étaient trop précis, trop familiers. Il connaissait l'odeur du sous-sol, le motif du sol en béton, le bruit des chaînes sur la porte. Les inspecteurs repartaient de chaque séance, écœurés. Ils avaient pourchassé cette histoire de fantôme pendant des décennies, mais maintenant, ils la regardaient droit dans les yeux. Ce qu'ils découvraient n'était pas seulement la vérité sur deux filles disparues. C'était une pourriture générationnelle qui avait détruit une famille entière bien avant que le monde n'entende le nom de Welch. À la fin de l'année, l'équipe avait recueilli suffisamment de pistes pour commencer des recherches physiques dans le Maryland et en Virginie. Mais même alors que les pièces commençaient à s'assembler, Welch continuait son jeu, niant une chose, insinuant une autre. Lorsqu'on lui demanda directement où se trouvaient les restes des filles, il sourit faiblement et dit « Vous les trouverez là où il y a eu le feu ». Puis il se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure. Il a brûlé pendant des jours. Les mots restèrent en suspens dans la pièce bien après la fin de l'entretien. Pour les inspecteurs, c'était la première fois en près de 40 ans que les sœurs Lyon semblaient à nouveau proches. Pas vivantes, pas retrouvées, mais réelles. L'affaire qui avait été classée respirait à nouveau. Quelque part sur cette montagne, sous des couches de cendres et de temps, la vérité attendait, et maintenant, ils savaient enfin où commencer à creuser. Lorsque les enquêteurs posèrent le pied sur Taylor's Mountain pour la première fois au début de 2014, l'air était lourd de brouillard et de silence. C'était le genre d'endroit qui semblait hors du temps. Des forêts de pins denses, d'étroits chemins de gravier et un petit groupe de maisons vieillissantes éparpillées dans la vallée. Pour les habitants, la montagne faisait simplement partie de leur vie, une toile de fond pour des décennies d'existence tranquille. Mais pour le FBI et les inspecteurs qui avaient suivi la piste jusqu'ici, c'était tout autre chose. Ils croyaient que cette montagne était l'endroit où deux petites filles avaient disparu à jamais. La recherche commença au lever du soleil. Un convoi de véhicules du FBI serpenta sur le vieux chemin de terre, suivi de voitures de police banalisées et de fourgons de la police scientifique. Les habitants se tenaient à leur clôture, regardant en silence. Certains se souvenaient d'une nuit, près de 40 ans plus tôt, d'un feu de joie qui avait brûlé pendant des jours et d'une odeur qu'ils ne pourraient jamais oublier. Ils n'en avaient jamais beaucoup parlé, mais lorsque les agents commencèrent à frapper aux portes et à poser des questions sur la famille Welch, ces souvenirs refirent surface. La propriété des Welch n'était guère plus qu'une maison délabrée entourée d'hectares de terre sauvage. Des voitures rouillées gisaient à moitié enfouies dans les mauvaises herbes. Derrière la maison, une clairière s'ouvrait sur une parcelle de terre noircie où, selon Lloyd Welch, son père et son oncle avaient détruit les preuves de ce qu'ils avaient fait en 1975. Les agents se déployèrent en ligne méthodique, marquant le périmètre, déroulant du ruban orange. Un radar à pénétration de sol scanna le sol, tandis que des archéologues judiciaires tamisaient les couches de cendres et de terre, une poignée à la fois. La première découverte ne se fit pas attendre. Enfoui à quelques centimètres sous la surface
se trouvait un petit morceau de fil de fer, fin, fondu, tordu, d'une manière qui semblait presque accidentelle. Mais l'un des agents le reconnut immédiatement. La famille leur avait dit que Sheila, l'aînée des sœurs Lyon, portait une paire de lunettes à monture métallique le jour de sa disparition. Le fil avait la même épaisseur, le même motif. C'était petit, fragile, presque insignifiant en soi. Mais c'était quelque chose. Après des décennies de néant, c'était la preuve que l'histoire racontée par Welch pouvait enfin être réelle. À mesure que les fouilles s'approfondissaient, d'autres fragments émergèrent. Des morceaux de tissu carbonisé, de petits fragments d'os si friables qu'ils s'effritaient au moindre contact. Chacun fut catalogué, photographié et soigneusement emballé dans des sacs de preuves. Les équipes de la police scientifique confirmèrent plus tard que les fragments étaient humains, mais trop endommagés pour fournir de l'ADN. Pourtant, leur état correspondait à la description du feu faite par Welch. Il avait dit que son oncle et son père avaient utilisé du fioul et des pneus pour l'entretenir toute la nuit. Il avait dit que l'odeur l'avait rendu malade. Dans la ville voisine de Thaxton, les histoires commencèrent à refaire surface. Un couple de personnes âgées qui avaient vécu près de la propriété se souvint d'avoir vu une lueur dans les bois ce printemps-là, un feu qui avait brûlé pendant 2 jours entiers, envoyant une fumée noire dans le ciel. Un homme raconta qu'il était passé en voiture la première nuit et avait baissé la vitre de son camion, pensant que quelqu'un brûlait un animal. Mais quand l'odeur l'avait frappé, il l'avait vite refermée. Ce n'était pas du bois, dit-il, c'était autre chose. Les agents interrogèrent des membres de la famille Welch, cousins, oncles, des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis des années. Leurs histoires sortirent par fragments, tout comme les preuves. Un cousin se souvint que Lloyd était arrivé à la maison de Hyattsville, dans le Maryland, le jour de la disparition des filles. Il était en sueur, pâle, portant 2 grands sacs de sport. Il leur avait dit de ne pas regarder à l'intérieur. Le cousin se souvenait d'une odeur étrange, quelque chose de métallique et de nauséabond. Lloyd avait emprunté sa voiture et était parti avant la tombée de la nuit. Quelques jours plus tard, il était de retour, ses vêtements brûlés et tachés, disant qu'il s'en était occupé. Un autre parent se souvint avoir entendu son père dire à Lloyd d'amener les sacs à la montagne. Les pièces étaient horribles, mais elles commençaient à s'emboîter. Les filles avaient probablement été emmenées du centre commercial à la maison des Welch à Hyattsville, un sous-sol que des témoins décriraient plus tard comme un endroit dont personne ne parlait. C'est là, selon les enquêteurs, que le pire était arrivé. Lorsque les équipes de la police scientifique eurent enfin accès à cette maison, elle était abandonnée depuis des années. L'air était vicié, épais de moisissures. Le sol du sous-sol était encore taché de sombre. En utilisant du luminol, les techniciens découvrirent que le béton s'illuminait du sol au plafond. Du sang avait imprégné les pores des murs. Il était vieux, bien trop dégradé pour des tests ADN, mais il était là, preuve que quelque chose de terrible s'était produit dans cette pièce. La découverte sur Taylor's Mountain ne fit que confirmer ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. Les sœurs avaient été attirées, abusées et tuées par plusieurs membres de la famille Welch, puis transportées à travers les États pour être détruites par le feu. Chaque détail correspondait à ce que Lloyd Welch avait dit lors de ses entretiens en prison, sauf un. Il refusait toujours d'admettre son rôle complet. Il se disait témoin, spectateur, quelqu'un de trop effrayé pour arrêter ce qui se passait. Mais les preuves disaient le contraire. Pour les inspecteurs qui avaient passé des années sur cette affaire,
Les découvertes étaient à la fois une justification et un tourment. Chaque pelletée de terre semblait être une preuve, mais aussi un rappel du temps qu'il avait fallu pour la trouver. Ils avaient pourchassé des ombres pendant 40 ans, et maintenant, la vérité était littéralement enterrée sous leurs pieds. Lorsque les preuves furent envoyées au laboratoire du FBI à Quantico, le rapport fut sans appel. Les objets étaient compatibles avec des restes exposés à une combustion à haute température, probablement en 1975. C'était suffisant. En juillet 2015, les procureurs du comté de Bedford, en Virginie, inculpèrent officiellement Lloyd Lee Welch Jr. de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Ils affirmèrent que Welch, son père et son oncle avaient enlevé Sheila et Catherine de Wheaton Plaza, les avaient séquestrés dans le sous-sol de Hyattsville, puis avaient transporté leur corps en Virginie pour s'en débarrasser. Les autres hommes impliqués, son père et son oncle, étaient morts. Lloyd était le seul qui restait pour faire face à ce qu'ils avaient fait. La nouvelle de l'inculpation se répandit rapidement. Pour la famille Lyon, c'était le moment qu'ils avaient attendu toute leur vie et celui qu'ils craignaient ne jamais voir arriver. Après des décennies de questions sans réponse, quelqu'un était enfin tenu pour responsable. Mais même dans la victoire, il n'y avait aucun soulagement. Pas de corps, pas de tombe, rien à ramener à la maison, juste des fragments et de la cendre. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, le tableau qui se dessinait était presque trop sombre pour être cru. La famille Welch avait vécu avec son secret pendant des décennies, se cachant derrière le silence, la loyauté et la peur. Des générations d'abus avaient créé quelque chose de monstrueux, une famille si brisée que la violence était devenue son langage. La disparition des sœurs n'était pas un acte aléatoire. C'était le résultat inévitable d'un monde où la cruauté était un héritage. Pour les enquêteurs, se tenir sur cette montagne, c'était comme se tenir au bord de l'histoire. Le sol sous leurs bottes contenait les dernières preuves physiques de l'un des enlèvements d'enfants les plus obsédants de la mémoire américaine. Ils ne pouvaient pas ramener les filles, mais ils pouvaient enfin donner une fin à leur histoire. Cette nuit-là, alors que les équipes remballaient leur matériel et que les derniers marqueurs de preuves étaient ramassés, l'air autour de Taylor's Mountain redevint calme. Le feu qui avait jadis brûlé était éteint depuis longtemps, mais la terre sentait encore faiblement la fumée. L'un des agents s'arrêta avant de partir, jetant un dernier regard vers la clairière. Il dira plus tard qu'il avait eu l'impression que la montagne elle-même avait attendu pour raconter ce qu'elle savait. Après 40 ans de silence, elle l'avait enfin fait. La salle d'audience du comté de Bedford, en Virginie, était silencieuse. Pas le genre de silence qui vient de l'ennui ou de l'immobilité, mais celui qui semble vivant, lourd, fragile, plein des années qui avaient mené à ce moment. C'était le 12 septembre 2017, près de 42 ans après que Sheila et Catherine Lyon eurent quitté leur maison de Wheaton, dans le Maryland, pour une part de pizza et ne soient jamais revenus. Maintenant, l'homme qui avait porté leur secret pendant 4 décennies était assis, menotté, au banc des accusés, la tête baissée, sa combinaison de prisonnier orange flottant autour de ses frêles épaules. Lloyd Lee Welch Jr. avait 60 ans. Ses cheveux s'étaient éclaircis pour devenir gris. Ses yeux étaient caves. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fixait le sol. Il ne ressemblait pas au monstre que la famille Lyon avait imaginé pendant toutes ces années. Mais cela n'avait pas d'importance.
Au premier rang, John et Mary Lyon étaient assis côte à côte, se tenant la main. Ils avaient désormais passé les 70 ans. Plus calmes, plus lents, mais ils portaient toujours sur eux la même photo de leur fille, celle qu'ils gardaient depuis 1975. Pliée, usée par le temps, jusqu'à en devenir douce au toucher, elle était tout ce qui leur restait. La salle d'audience était comble. Journalistes, anciens enquêteurs, agents du FBI et des membres de la communauté qui avaient grandi dans l'ombre de la disparition des sœurs Lyon occupaient chaque siège. Le coup de marteau du juge retentit dans l'air et, un instant, tous les bruits semblèrent s'évanouir. Le froissement des papiers, le bourdonnement des lumières, jusqu'au léger tapotement du stylo d'un journaliste. Chacun savait ce qui allait se produire. Lorsque Welch se leva, la pièce parut se rétrécir. Il ne niait plus, il ne protestait plus, ne faisait plus semblant. Après des années de dénégation, de contradictions et de demi-vérités, il avait finalement accepté de plaider coupable pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En échange, les procureurs renonçaient à la peine de mort. L'accord n'avait pas été conclu parce que l'État doutait de sa culpabilité, mais parce que les lions voulaient la paix. Ils voulaient pouvoir fermer les yeux la nuit, en sachant que l'affaire qui avait défini leur existence était enfin terminée. La voix du juge était calme, mesurée. Il lut l'accord de plaider coupable, et les mots résonnèrent contre les murs lambrissés. 2 peines de 48 ans à purger simultanément. Aucune libération conditionnelle possible avant sa mort. Lloyd Welch ne reverrait jamais la liberté. Il n'y eut ni applaudissements, ni éclat de voix. Juste le silence. Ce genre de silence que l'on sent mérité. Le procureur, Wes Nance, s'adressa ensuite à la cour. Sa voix portait le poids de chaque enquêteur, de chaque bénévole, de chaque membre de la famille qui avait refusé d'abandonner. Cette affaire, dit-il, représente ce qui arrive lorsque la persévérance survit au mal. Il la qualifia de sans précédent. Une affaire résolue sans corps, sans ADN, sans aucun aveu digne de foi. Seulement des fragments de cendres, un fil de fer fondu et la croyance obstinée que la vérité peut survivre à des décennies de silence. À l'extérieur du tribunal, les caméras attendaient. Pendant des années, elles avaient suivi cette histoire, la qualifiant de l'un des plus sombres mystères de l'histoire américaine. Pourtant, il n'y avait là aucun spectacle, aucune fin dramatique, seulement des visages fatigués, des yeux embués de larmes, et ce genre de chagrin qui ne s'efface pas, mais s'installe. À l'intérieur, alors que l'audience touchait à sa fin, Mary Lyon se leva et regarda l'homme qui avait détruit sa famille. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Welch ne tourna jamais la tête vers elle. Les gardes l'emmenèrent, le cliquetis de ses chaînes s'estompant doucement tandis que la porte se refermait derrière lui. Pour la première fois depuis 1975, la famille Lyon était assise dans une pièce en sachant que le responsable avait été contraint d'assumer ses actes, même s'il avait fallu attendre une demi-vie. Les enquêteurs qui avaient passé leur carrière à poursuivre des fantômes le ressentaient aussi. Certains avaient pris leur retraite avant l'arrestation. D'autres étaient morts en attendant que justice soit faite. Mais pour les quelques-uns qui avaient vécu assez longtemps pour voir ce jour, c'était un moment presque sacré. Ils se souvenaient des années où chaque piste se transformait en poussière, où chaque fausse confession anéantissait tout espoir, où ils regardaient dans les yeux des parents endeuillés sans avoir rien à leur offrir. Aujourd'hui, après tout ce temps, ils avaient enfin quelque chose. L'enquête avait changé plus que l'histoire d'une seule famille.
Elle avait changé la manière dont l'Amérique traitait les affaires non élucidées. La disparition des sœurs Lyon était devenue l'un des premiers exemples de la façon dont la persévérance, la coopération entre juridictions et les nouvelles techniques d'investigation pouvaient ressusciter des dossiers oubliés. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités, qui n'existait même pas lorsque les filles avaient disparu, l'a plus tard qualifié de l'une des résolutions d'enlèvement d'enfants les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Ils dirent qu'elle prouvait ce que les enquêteurs de tout le pays avaient toujours espéré être vrai. Même après des décennies, la vérité peut encore être découverte. Après le prononcé de la sentence, John Lyon se tint brièvement à l'extérieur du tribunal. Les caméras l'entouraient, mais ses mots furent simples. Il remercia les enquêteurs, les procureurs et les communautés du Maryland et de Virginie qui n'avaient jamais cessé de chercher. Sa voix se brisa lorsqu'il dit « Nous voulons juste vous dire merci. Ça a été long. » Puis il s'arrêta de parler et se détourna, tenant la main de sa femme, tandis qu'ils descendaient ensemble les marches du palais de justice. Il n'y avait pas de dépouilles à enterrer, pas de tombe à visiter. La montagne où les os des filles avaient brûlé était toujours là, silencieuse, envahie par la végétation, gardant le peu qu'il en restait. Les enquêteurs avaient promis de continuer les recherches, mais tout le monde connaissait la vérité. Le feu avait presque tout effacé. Tout ce qui subsistait désormais, c'était la vérité pour laquelle ils s'étaient si longtemps battus. Les noms, les aveux et une justice venue trop tard, mais qui comptait quand même. Pour les enquêteurs, clore l'affaire était à la fois une victoire et une punition. La résoudre signifiait admettre ce qui s'était réellement passé. Deux sœurs, arrachées à la sécurité de leur quartier, disparues dans un monde de violence que personne n'aurait pu imaginer. L'histoire avait hanté une génération entière, façonnant la manière dont les parents protégeaient leurs enfants, dont les forces de l'ordre traquaient les prédateurs, et dont l'Amérique avait appris à vivre avec la peur de la disparition. La famille Lyon rentra dans une maison qui avait beaucoup changé au fil des ans. Leurs enfants avaient grandi, leur vie avait avancé, mais une partie de ce foyer était restée figée. Une petite boîte de souvenirs de 1965. À l'intérieur se trouvaient des bulletins scolaires, des cartes d'anniversaire et les dernières photographies jamais prises de Sheila et Catherine. Ils placèrent le journal du jour de la condamnation dans cette boîte également. Pour eux, il ne s'agissait pas de tourner la page. C'était quelque chose de plus calme, un moment d'immobilité qui prenait enfin son sens après 42 ans de bruit. Les années à venir apporteraient des documentaires, des livres et des interviews. Les gens débattraient de la façon dont l'affaire avait été résolue, comment les indices avaient été manqués, comment le monstre s'était caché au vu et au su de tous. Mais pour la famille, rien de tout cela n'avait d'importance. La réponse avait toujours été ce qu'ils voulaient, pas le spectacle. Ils avaient vécu assez longtemps pour voir la justice, même sans retrouver les corps, même sans retrouvailles. Le temps passa, comme il le fait toujours, mais les visages des deux fillettes souriantes ne changèrent jamais. Ils restèrent sur les avis de recherche qui avaient autrefois orné chaque vitrine du Maryland, aujourd'hui conservés sous verre au musée de la police du comté de Montgomery. Les affiches sont délavées, l'encre jaunie, mais leurs yeux regardent toujours au loin, de la même manière qu'en 1975. Pour les visiteurs qui passent devant, ce n'est qu'une affaire non élucidée de plus.
Mais pour ceux qui se souviennent, elles sont un rappel de tout ce que cette affaire a pris et de tout ce qu'elle a rendu, la justice même sans corps, une forme d'apaisement même sans la paix. Et bien que leur tombe ne soit jamais retrouvée, l'histoire de Sheila et Catherine Lyon, elle, ne sera plus jamais perdue.